Bienvenue dans la matrescence. Dans ce podcast, on part à l'aventure. L'aventure la plus merveilleuse et difficile de la vie, la parentalité. Laissez-vous embarquer au travers des épisodes qui explorent toutes les facettes, des plus complexes aux plus fun, du monde des parents. Apprenez, riez, pleurez, découvrez et débattez en écoutant la matrescence. Nous avons une mission, vous donner des clés pour vous accompagner à n'importe quelle phase de votre parentalité. Je suis Clémentine Sarlat, votre hôte depuis mars 2019 déjà. Je suis ultra curieuse, très enthousiaste, mais beaucoup trop bordélique. Je suis aussi maman de 3 petites filles qui m'aident à me remettre en question quotidiennement. Et dans une autre vie, j'ai été journaliste sportive à la télé et aujourd'hui, je vous aide à rayonner dans votre parentalité. Abonnez-vous pour ne rien rater. Allez, let's go! Bonjour Rosine. Bonjour Clémentine. Merci beaucoup d'être ici chez moi. Je t'accueille dans mon petit studio. Et toi, tu viens de très loin parce que tu viens de l'autre côté de l'Atlantique. Et on est ravis de te recevoir. Merci à Anne qui est juste derrière la caméra. Merci. Avec qui j'avais fait un épisode et qui m'a parlé de toi. Ma première question, c'est pourquoi est-ce que tu as voulu devenir psychologue ? Je me suis toujours intéressée à l'être humain. Et puis, j'ai commencé comme éducatrice, comme enseignante. Enseignante spécialisée pour les enfants à besoins spéciaux, on appelle au Canada. Et après, 4 enfants plus tard, je suis retournée sur les bancs universitaires pour faire une master en psychologie. Ouais. Et c'est parce que tu as eu des enfants que tu t'es dit il fallait que je m'en prenne ? En grande partie, bien sûr. Ouais, essayer d'être une meilleure maman possible. Bien sûr. Et c'est quoi que tu as découvert dans tes études de psychologie qui qui t'a surprise ou tu t'es dit « Ah, je voyais pas ça comme ça ». C'est un peu un hasard. J'ai toujours été intéressée par tout ce qui se passait en parentalité. Alors, je lisais tout ce qui me tombait sur la main. Mais justement, quand j'étais en train de faire un stage, chez nous, on appelle ça une clinique de santé mentale. C'est un endroit où j'allais faire mes stages en psychologie. Je suis tombée sur l'approche. On m'a demandé d'animer un atelier pour des parents d'enfants à besoins spéciaux. Des enfants, des TADA, hyperactivité, tout ça. Et ils m'ont demandé d'animer un atelier pour eux. Je leur ai demandé, qu'est-ce que je fais? Voilà notre petite librairie, et puis choisis, on a des programmes. Et puis quand j'ai vu parler pour que les enfants écouter pour que les enfants parlent, je me suis dit, ça c'est pour moi. Alors, puis je tournais les pages, puis je faisais « Waouh, waouh, waouh ». Et puis je me suis demandé si les parents qui seraient dans mon groupe feraient « Waouh » eux aussi. Puis ça a été le cas. Alors, ça a été le début de la grande aventure. Là où j'habite, au Nouveau-Brunswick, c'est une province maritime, tout à fait à l'est du Canada. C'est une province bilingue. Alors, on parle anglais et français, on est tous bilingues. J'ai donné mon premier atelier en anglais parce que ça n'avait pas encore été traduit en français. Alors, j'ai communiqué avec une des auteurs, Adèle Faber. Et puis, elle m'a dit, lance-toi, c'est ton projet. Ça n'a pas été traduit encore en français. Et puis, ça a été le début de la grande aventure. 30 quelques années plus tard, j'ai tout traduit qu'elles ont écrit. En plus d'avoir traduit aussi la 2e génération, parce que là, la fille d'Adèle Faber, Joanna Faber, a écrit aussi 2 livres. Parler pour que les tout-petits écoutent, puis comment parler quand les enfants n'écoutent pas. Alors, c'est la grande aventure de ma carrière. Alors, pour celles et ceux qui nous regardent sur YouTube, je montre le livre dont tu parles, que tu as traduit, qui s'appelle Parler, pour que les enfants écoutent, écouter pour que les parents parlent. Pour que les enfants parlent, surtout. Et c'est vrai que moi, j'ai suivi des ateliers à la parentalité
issu de cette méthode avec Anne qui est juste derrière la caméra. J'ai lu et relu ce livre qui est vraiment formidable. Mais tu vois, je ne te connaissais pas, je ne savais pas que c'était toi qui avais traduit. Donc c'est génial, on va pouvoir parler évidemment de ça. Je le fais pas tomber. Donc ce livre, moi ce qui m'a vraiment intéressée, c'est tout ce qu'on ne sait pas quand on devient parent et qui pourrait nous paraître hyper simple et naturel parce qu'on se dit la parentalité, ça coule de soi, on a toujours été parents, pourquoi ce serait difficile? Et en fait, en devenant parent, on se rend compte que c'est très compliqué. Comment est-ce que tu résumerais l'essence de cette approche alors nous, en français, on dit Faber et Maslach, toi tu dis Faber, entre Adèle Faber et Elaine Maslach, comment est-ce que tu résumes leur... c'est pas une méthode, mais leur façon de voir la parentalité? En fait, c'est une approche qui est basée sur le mouvement humaniste. OK, Carl Rogers. Et puis, dans ce mouvement-là, on donne beaucoup d'importance aux sentiments, à l'écoute des sentiments. En psychologie, il y a différents courants. Tu sais, il y a le courant behavioriste, cognitivisme behavioriste. En France, ici, vous avez beaucoup la psychanalyse. Mais ça s'est à peu près tout développé en même temps, ces approches-là. La psychanalyse d'un là un peu avant quand même avec Freud. Mais Carl Rogers, déjà, il appelait l'approche pour faire de la thérapie avec des gens centrée sur l'humain, client-centered therapy. Alors, c'est vraiment que le client, la personne, sait qu'est-ce qui est important pour elle pour guider sa vie. Alors, on est beaucoup dans l'écoute. On est dans l'écoute pour que la personne réussisse à parler d'elle-même. Et en même temps, quand on est dans l'écoute, puis on rajoute l'empathie, l'écoute des sentiments. D'ailleurs, c'est ce qui est commun à toutes les approches. Ce qui donne le succès à une thérapie, c'est vraiment l'empathie du thérapeute. C'est drôle, hein, ils ont trouvé ça plus tard dans les recherches. Mais tout ça pour dire que, effectivement, quand on écoute, les gens vont chercher l'autre sentiment derrière l'autre, derrière l'autre, derrière l'autre. Souvent, on arrive à la peur, la mère de toutes ces émotions-là. Et puis, on rejoint la personne dans son être. Ici, ce qui est vraiment intéressant avec l'approche, c'est que, oui, ça, c'est la base, mais après ça, on a des outils. Moi, en traduisant, c'est des skills, j'ai traduit ça des habiletés. Alors, on rajoute là-dessus des habiletés très concrètes pour que, justement, dans le quotidien, on puisse aider nos enfants. Par exemple, le premier chapitre, c'est sur l'écoute des sentiments. Quand tout va bien, ça va bien. On n'a pas besoin d'avoir des habiletés particulières. Mais quand ça ne va pas bien, quand les enfants vivent des émotions dites négatives, intenses, la peur, la colère, en tout cas, toute la gamme d'émotions qu'on peut avoir quand on est enfant et même adulte, c'est les accompagner dans ça. Okay? Et puis, si en plus des accompagner dans ça, mais le quotidien avec les enfants, chapitre 2, comment les faire coopérer. Okay? Parce qu'à tous les jours, il y a plein de trucs qu'on leur demande du matin au soir. Et puis que si on utilise l'approche avec laquelle on a été élevé, avec des ordres, tous les trucs qu'on utilise qui ne fonctionnent pas, là. D'ailleurs, l'approche nous aide à distinguer ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Qu'est-ce qu'on peut dire qui va être beaucoup plus aidant pour que ça fonctionne, pour que ça marche. Alors, oui, chapitre 2, on fait sur la coopération. Ensuite, on parle d'habileté pour remplacer la punition. Et puis l'autonomie, compliment descriptif, parce que même là, on apprend qu'on complimente pas toujours de la bonne façon. Des fois, notre façon de complimenter n'est pas aidante. Et puis, tout ça, par-dessus tout ça, on parle des rôles aussi, les étiquettes qu'on met aux enfants. Hein. Alors, c'est vraiment
complet en soi. Ça, c'est le volet parler pour que les enfants écoutent. On a frères et sœurs sans rivalité aussi, pour nous aider, les enfants d'une fratrie, à mieux s'entendre entre eux. Alors, moi, je viens d'une famille de 9 enfants. Ah ouais. Et puis, j'en ai eu 5. Alors, ça aurait été bien que mes parents aient ces outils-là, tu vois. Puis, moi, ils m'ont vraiment, vraiment servi avec mes 5 enfants. Et puis là, le dernier volet qu'on a développé, c'est sur parler pour que les enfants apprennent, pour que tout ce beau matériel-là il soit adapté pour les écoles. Alors là, j'ai été co-auteur dans le guide parce qu'il y a les livres et puis on a les ateliers aussi, comme tu disais que tu avais suivi un atelier. Alors, c'est tout nouveau, on a l'atelier maintenant, parler pour que les enfants apprennent, pour que ça puisse être enseigné aux enseignants dans les écoles. Moi, ce qui m'a le plus marqué quand j'ai fait les ateliers il y a 6 ans maintenant, euh, c'est fou parce que j'avais 30 ans, c'était comment on accueille une émotion. Et c'est avec Anne, encore une fois, qui est ici là, dans la salle, c'est la première fois que j'ai appris concrètement à comment on accueille une émotion. Exactement. Est-ce que tu peux nous rappeler la base pour que celles et ceux qui nous écoutent se disent est-ce que je le savais ou est-ce que là, il va falloir que je reprenne un cours? En fait, oui, on va vraiment à la base dans ça. Là, aujourd'hui, on n'a pas le temps de faire l'exercice que j'appelle prise de conscience pour prendre conscience de tout ce qu'on dit qui n'est pas aidant. OK? Aidez-moi. Les ordres, quoi d'autre? Les conseils. Non sollicité, bien sûr. Non sollicités, bien sûr. Les questions, oui. Étonnant, hein, parce que quand l'enfant vit une émotion intense, plus ou moins intense, les questions, ça n'aide pas du tout. Parce que moi, je dis toujours, il y a 2 langages. Il y a le langage des émotions, puis il y a la tête. OK? Et si on pose une question à un enfant qui est dans la peine ou qui est dans la colère, peu importe, c'est un peu comme si on le force à aller dans sa tête. Puis moi, je dis toujours, il y a ces 2 langages différents. OK? Si l'enfant est dans son émotion, puis moi, je questionne, ben, je le ramène à sa tête. Et c'est comme si on parle chinois puis italien. C'est 2 langues différentes. Puis ces 2 langues-là, ben, on ne s'entend pas, on ne se comprend pas. OK? Alors, écouter les sentiments d'un enfant, c'est parler sa langue quand il est dans une émotion, une émotion intense. Il vit quelque chose de difficile. OK? Et puis, c'est aussi simple que de commencer par des Ah! En fait, se retenir de parler. On parle trop, les parents. Quand je fais une conférence sur le sujet, c'est la première chose que je leur dis. Bonne nouvelle, vous êtes venus pour apprendre à vous taire. On parle trop, les parents. OK? Alors, le et puis, quoi d'autre? Ah, le silence aussi. Juste avant ça, il y a le silence. Tout notre verbal, notre paraverbal, on n'est pas très conscient que ça parle, mais ça parle beaucoup. Juste le fait de se retourner vers notre enfant, par exemple, quand il vient nous raconter un truc qui s'est passé à l'école, puis le chauffeur d'autobus a crié après moi dans l'autobus et tout le monde a ri. OK? Ben, déjà, il a vécu quelque chose d'assez un petit peu traumatisant. Et puis, le fait de pas regarder l'enfant, on n'établit pas le contact, puis déjà, on donne le message qu'on n'est pas à l'écoute. Je dis ça, on ne peut pas toujours être à l'écoute, c'est impossible. Tu sais. Si maman est en train de préparer le repas et tout ça, mais déjà de dire que, OK, je ne suis pas disponible tout de suite, mais ça a l'air important ce que tu me racontes là. On en parlera après le repas ou se donner un rendez-vous, un moment où on le fera. OK? Bon, le regard, les à et puis l'habileté par-dessus tout, la plus difficile, c'est nommer le sentiment. On s'aperçoit qu'on est tellement pas habitué d'être dans un monde où on parle de sentiments, d'émotions, que on fait comme si ça n'existe pas. Et on sait pourtant que l'émotion, le sentiment est à la base des comportements. Alors, si un enfant se sent bien, il se comporte bien. Si un enfant ne se sent pas bien, c'est là qu'il peut y arriver toutes sortes de trucs qu'on n'aime pas qui arrivent. OK? Alors, notre tâche comme parents, puis pour se faire la vie plus facile aussi, tu vois, c'est d'être beaucoup plus à l'écoute de nos enfants.
Alors, quoi d'autre que j'oublierais? Ah, dans l'approche, on a un truc vraiment cool. C'est donner dans l'imaginaire ce qu'on ne peut pas donner dans la réalité. Alors, l'enfant qui fait une crise juste parce qu'il n'y a plus de bananes dans la maison, ou il n'y a pas ses céréales préférées, euh, ou il veut un petit gâteau avant le repas. Ben, déjà de dire, ben, oh, j'aimerais ça avoir le pouvoir de faire mûrir une banane pour toi maintenant, tu vois. Ou, ouais, t'aimerais, difficile d'attendre pour toi pour les petits gâteaux, hein. D'attendre jusqu'après le repas. Hmm, tu vois. Alors, on fait une combinaison de toutes ces habiletés-là aussi, là. Mais c'est la base. Alors que souvent, moi, je me suis rendu compte, hein, en faisant les exercices dans les ateliers, moi, j'avais tendance à vouloir trouver la solution, à vouloir soulager, à vouloir aider sans être aidante, finalement, puisque je n'avais pas cette première étape de dire, OK, elle est là, ton émotion, je la valide, je l'écoute, je la vois, je te vois, en fait. C'est ça que tu nous dis, c'est que on est soit pris par autre chose parce que c'est dur d'être parent, parce qu'il y a toute une roue du hamster qui se met en branle quand on accueille nos enfants à la maison après l'école ou autre chose. Mais surtout parce que c'est parfois plus facile pour nous de... Chut, allez, je te trouve la solution, comme ça on a pu en parler et on passe à autre chose. Oui, puis c'est compréhensible de ne pas vouloir que nos enfants souffrent. C'est humain. On voudrait leur éviter justement le plus de souffrance possible. Alors, on arrive avec nos solutions toutes faites, mais qui ne leur conviennent pas. J'imagine que quand toi, une amie te donne des conseils puis te dit quoi faire, dans ta tête, tu te dis, ouais, mais elle, c'est pas moi, là, tu sais. Ça a peut-être fonctionné pour elle, mais ça ne fonctionnera pas pour moi. C'est la même chose avec les enfants. Nos conseils non sollicités, nos réponses à leurs problèmes, c'est pas nécessairement des trucs qui vont leur convenir. Alors, les aider à trouver leurs propres solutions. Et puis, quand il y a des disputes, par exemple, entre les enfants, les aider à trouver des solutions entre eux, les responsabilités, leur montrer des habiletés qu'ils vont utiliser toute leur vie. Il va y avoir des problèmes dans leur vie. Maman ne sera pas toujours là pour penser toutes les blessures. Et puis, ben, on veut leur donner les outils pour qu'il y ait de moins en moins besoin de nous, puis qu'ils soient capables de se débrouiller dans cette jungle humaine. Donc si je reprends, pour celles et ceux qui nous écoutent, on peut juste faire avoir la capacité de se mettre peut-être à leur hauteur et de les regarder, pour Ouais. qu'ils se sentent vus, comme tu disais, Ouais. et de juste avoir ces sons. Et c'est tout. Aussi étrange que ça puisse paraître, des fois, l'enfant, après qu'il sent qu'il est écouté, l'émotion se calme. Puis là, il monte lui-même dans sa tête. Puis il va nous donner des solutions. Puis la plupart du temps, c'est même des trucs auxquels on n'aurait pas pensé. En fait, c'est un mélange aussi. On ne va pas juste faire du À par moment, si l'enfant exprime un sentiment, ben on va le nommer. OK. Oh, t'as eu peur. Oh, OK. Ou quand le chauffeur a crié dans l'autobus, ça t'a gêné ou t'étais honteux devant les autres enfants. Et puis là, après qu'on dit ça, on se tait. On laisse la chance à l'enfant de réagir à ce qu'on vient de dire. On ne continue pas, là, tu sais, comme on aurait l'habitude de faire. On écoute, on ouvre nos oreilles. OK? Et puis l'enfant, c'est même le fait de ne pas continuer à parler, c'est une marque de respect. Dans le sens que je te donne le temps d'aller voir si c'est juste ce que je viens de te dire. Alors tu vas peut-être dire, oh, ben non, je n'étais pas ça m'a mis en colère. Ah, OK. Tu étais fâché contre le chauffeur d'autobus. Ouais! Ou, tu sais, on ne sait pas qu'est-ce qui va sortir. On ne sait pas, mais on accompagne dans ça. Et ce qui est génial, c'est qu'on peut le faire entre adultes. Ce n'est pas du tout une habileté entre parents et enfants, c'est une habileté humaine. C'est clair, c'est clair. Dans toutes les relations, on va utiliser ces habiletés-là. Ah oui, des fois, je taquine les femmes un peu. Tu sais, il y a plus de femmes qui viennent aux ateliers pour conférences. Et les trucs là, ça a marché Marie aussi, là, tu sais, de faire collaborer. Là. Non, mais C'est vrai. on fait ce qu'on peut. Comment tu fais en revanche si c'est un enfant qui n'a pas la parole encore, ou en tout cas qui n'est pas capable de verbaliser concrètement ce qui vient de se passer, de raconter l'événement tel qu'on le fait avec des enfants qui auraient 6, 7, 8 ans? Ben, les petits-enfants, ils vivent des émotions aussi. Alors, on fait la même chose, on nomme. Et des fois, ils vont nous faire... on va se fier sur leur non-verbal, tu vois.
Moi, j'ai fait des résolutions de problèmes avec des tout petits et il y a juste le grand qui parlait. Tu sais, le grand de 4 ans parle, 2 ans, il parle, commence à parler à peine. On fait déjà des résolutions de problèmes avec eux. Bien sûr, l'enfant plus grand va parler davantage, mais quand il y a une dispute, par exemple, entre deux enfants, et puis tu écoutes le point de vue du grand. Ouais, il veut toujours mes jouets, il prend mes choses. Il est en colère. Ouais, t'es en colère. Hein, ton petit frère, il veut toujours jouer avec tes jouets, puis toi, t'aimerais bien avoir la chance de jouer. T'as pas envie de prêter tout le temps. Bah, on écoute, puis là, l'enfant se calme. On le voit dans le non-verbal, l'enfant se calme. Puis on se retourne vers le petit qui parle pas. Quand t'as vu le beau camion de ton frère, hein, ça t'a donné envie de jouer avec. Tu vois? On écoute l'autre, et puis là, le grand entend ce que le petit dit. Et puis il est sensible. Ça le sensibilise au sentiment de l'autre. Parce que c'est ce qu'on veut. C'est qu'ils apprennent à tenir compte les uns des autres. OK? Ben, à ce moment-là, le grand, il trouve des solutions que le petit, qui peuvent convenir au petit parce qu'ils savent. Ils savent qu'est-ce qui peut convenir au petit frère. Comment est-ce que tu expliques que c'est si puissant, cet outil-là? Dans le fait que ça va faire baisser la tension, comme tu dis, ça va sûrement entraîner de la coopération et ça redonne de l'empathie. Comment ça se fait qu'un truc si simple, qu'on n'utilise quand même pas très beaucoup au quotidien, est si puissant? Comme je disais, les sentiments sont le moteur des comportements. Si on se sent bien, tout va bien dans notre vie. Et puis si on se lève un matin, on est déprimé, on est fâché, la journée va aller mal. Il y a des grosses chances, en tout cas, plus de risques que ça aille mal. Okay? Alors, c'est juste la façon qu'on est construit comme être humain, je pense. Comme ça que ça marche. Mais on nous a pas donné notre mode d'emploi, en fait. Non, non, pas à la maison, pas à l'école. C'est la surprise pour tout le monde. Moi, j'ai fait des ateliers avec beaucoup de professionnels, avec des enseignants et tout ça, puis c'est première nouvelle. Puis partout sur le globe, tu sais. J'ai fait toute la francophonie, j'ai fait les dom-toms, je suis allée au Maroc, je suis allée partout, Nouvelle-Calédonie, l'île de la Réunion, c'est la même chose partout. On essaie de me faire dire, ouais, mais quand même, ici, c'est plus compliqué. Non, c'est pareil partout. C'est pareil partout. L'être humain est ce qu'il est. Alors la question qui brûle beaucoup de parents aujourd'hui, surtout en France, hein, parce que on n'a pas le même niveau d'avancement sur l'éducation au Québec, au Canada que chez nous quand même. La punition est quelque chose d'utiliser tous les jours à l'école, dans les foyers. Qu'est-ce qu'on fait si on ne punit pas pour éduquer un enfant? Ouais. Une chose très importante, si on donne à l'enfant la parole pour parler de ses sentiments, c'est tout aussi important que le parent parle de ses sentiments. On a l'impression qu'on parle de nos sentiments. Mais quand on est en colère, c'est pas vraiment ce qu'on fait. On se met à disputer, à dire un tas de trucs pas utiles. Alors, la première chose, c'est apprendre nous-mêmes à identifier comment on se sent. Puis je peux dire qu'un petit enfant, très petit même, quand tu dis « je suis en colère », moi, mon petit-fils, qui a 3 ans, quand je lui dis ça, il me regarde, tu vois. Il n'aime pas que Mamou soit en colère parce qu'il veut maintenir un bon lien avec moi, tu vois. Puis là, après, on décrit c'est quoi le problème, OK? Il y a un jour où il a fait des dessins sur tous mes murs pendant 10 minutes que j'étais prise à quelque chose. Il a eu le temps, avec des feutres, de faire beaucoup de murs dans ma maison. Alors, j'étais très en colère, tu vois. Le fait d'y parler de mes sentiments, tout de suite, ça attire son attention, OK? Encore faut-il d'avoir un bon lien de base aussi. Quand la relation est trop détériorée, le fait que tu parles de tes sentiments, c'est bien bon pour toi, tu vois. Puis souvent, c'est ce qui se passe quand les jeunes sont rendus des ados. Ils n'ont tellement pas été écoutés au fur et à mesure de leur vie que ils se mettent des écouteurs dans les oreilles, ils n'écoutent plus, eux non plus. Il n'y a plus personne qui écoute. Et puis, bien sûr, ils n'essaient même pas de parler de ce qui les dérange, de ce qui ne va pas. OK? Alors, parler de nos sentiments va être vraiment
un outil puissant dont on n'est pas conscient. Et puis, encore là, parler de nos sentiments quand même, on recommande dans l'approche, c'est court, net et précis. C'est pas des sermons, c'est pas des... comme on a l'habitude de faire, tu vois, quand on est fâché, habituellement, on en rajoute, on en rajoute. On s'entend parler. Je vois pas de quoi tu parles. Puis l'enfant, il est dans, mais elle est encore partie, tu vois. Alors, ça non plus, ça fonctionne pas. Parler de nos sentiments, quoi d'autre? Parler de nos valeurs. C'est important pour moi, si tu m'empruntes un truc, tu me le ramènes, OK? Quoi d'autre? Décrire le problème. Ouais, j'avais commencé à en parler tantôt, tu sais. Ben, il y a un problème. Les murs sont tachés. Et puis maintenant, il faut réparer. OK, maman, là, me suit, viens avec moi, on va chercher des torchons, du savon, puis on frotte ensemble. Puis c'est bien que l'enfant puisse réparer, aider à réparer. Trop souvent, on ne les implique pas à cette étape-là, on répare, puis on est fâché après eux. Mais déjà, de le voir qui met des efforts pour nous aider à réparer, c'est vraiment chouette. Et l'outil d'écrire la situation. L'outil que moi, qui est l'outil clé dans des situations où un problème qui revient. C'est toujours le même problème. OK? L'ado qui arrive toujours en retard, l'ado qui ne fait pas sa chambre, le petit qui fait une crise à table à chaque jour, tous les problèmes qui sont récurrents. Mais là, on recommande la résolution de problèmes. OK? Puis une résolution de problème, ça a des étapes. La première, j'écoute tes sentiments. Puis là, on y va, OK? Ouais, t'aimes pas ça t'asseoir à table pour manger, t'aimes pas ça interrompre ton jeu pendant que tu regardais une émission intéressante à la télé. En tout cas, on nomme tout ce qu'on sait qui fait que l'enfant coopère pas avec nous, vient pas avec nous, OK? Ouais. Puis là, tu le laisses parler, tu fais parler. Puis là, tu dis ton côté du problème. Ben, le problème, c'est que moi, je prépare un repas, puis j'ai besoin que les enfants viennent manger quand c'est chaud, puis on a d'autres trucs à faire après, tu sais, pour se préparer pour le coucher. J'invente à mesure, donc, tu vois. Mais première étape, écouter l'enfant. Deuxième étape, court, net, précis, parler de nos sentiments. Puis là, ben, les enfants, même les tout petits, ils aiment ça quand on s'assoit à table, on fait ça un petit peu officiel. Bon, on écrit toutes les solutions. OK, puis ça peut même être, je mange devant la télé, puis ça ne te dérange pas. Ils vont s'essayer, hein. Puis ça, c'est l'étape où on accepte toutes les idées. On n'évalue pas les idées. Parce que si on commence à dire, ben non, ça, c'est pas possible, on coupe le processus de créativité. Et puis, après qu'on a écrit toutes les solutions, on décide ensemble celles qui sont acceptables pour les deux. Les compromis. Et puis là, ben, on met à l'essai les solutions qu'on a trouvées. C'est pas si simple que ça, c'est pas si compliqué que ça, mais ça résout beaucoup de problèmes. Puis des fois, ça résout des problèmes qui ne reviendront pas du tout, là. Tu l'as essayé? Alors, ce que juste je dis, dans cette façon de résoudre un problème, un conflit, on le fait à froid, on est d'accord. On le fait pas au moment où on est fâché. Oui, pas trop à chaud. On le fait à un autre moment où on se dit, bon là, il y avait un problème, il va falloir qu'on Exactement, on oui, puis on attend d'être calmé. Tu sais, moi, je prône pour les parents le retrait. Tu sais, le fameux « va dans ta chambre » là, quand on est fâché, là, à la place, mais que nous, on se retire. Que nous, on aille dans notre chambre ou qu'on aille faire un tour du pâté de maison, qu'on se calme. Parce que nécessairement, si on n'est pas calme, ben, on ne sera pas à l'écoute. On va vouloir sortir tout ce qu'on a sur des choses, la colère, surtout si c'est un truc que ça fait encore et encore. On leur dit tout le temps la même chose, puis ça percute pas, ça marche pas le truc, tu vois. On vient un moment, quand on a envie de punir, c'est parce qu'on a essayé beaucoup de choses. Puis on voudrait que l'enfant, il collabore. Tu sais, une chose qui est différente peut-être des approches traditionnelles, c'est que on veut que l'enfant
collabore au lieu qu'il obéisse. Alors, on est vraiment dans une autre démarche. OK? L'obéissance, c'est dangereux. L'obéissance, après, les enfants, plus tard dans leur vie, ils vont peut-être obéir à des personnes mal intentionnées. On ne veut pas qu'ils apprennent à obéir. C'est pour ça qu'on écoute. C'est pour ça qu'on veut qu'ils soient capables de parler de leurs sentiments, de leurs problèmes avec nous, les parents, qui voulons leur bien. Qu'est-ce que tu réponds aux parents qui te diraient oui, mais si je punis pas, il comprend pas, ou c'est la seule façon d'éduquer, c'est-à-dire de marquer le coup. Et je parle de parents qui feraient ça avec des enfants très très petits en plus, hein, qui sont pas encore en capacité de vraiment comprendre. Tu leur réponds quoi? Moi, je retourne une question. Je leur dis, pourquoi les enfants qu'on punit, c'est les mêmes enfants qu'on continue d'avoir des problèmes avec? Pourquoi on punit toujours les mêmes enfants? Pour moi, si ça fonctionnait, la punition, on n'aurait plus besoin de punir les mêmes enfants. Alors, le problème, c'est qu'avec la punition, ça ne fonctionne pas. Ce qu'on veut, on veut qu'ils apprennent une leçon. Souvent, c'est ça. On veut qu'ils apprennent une leçon. Mais l'enfant que tu mets dans sa chambre, il n'est pas en train de dire « Ah ouais, c'était pas gentil ce que j'ai fait là, j'aurais pas dû pousser ma petite sœur. » Quel enfant qui est en train de réfléchir à ce qu'il vient de faire, qu'il n'aurait pas dû faire, tu vois? Pas du tout. Dans sa chambre, il est en train de penser à la méchante maman qu'il a, il est en train de penser à... Pire encore, Reim Guénette, qui est à la base de l'approche, là, qui était le mentor d'Adèle Faber, Lynn Maslich, lui disait, pire encore, t'enseignes aux enfants à mentir pour éviter la punition. OK? Puis d'apprendre à contourner les règles, d'apprendre à se cacher pour ne pas être puni, pour pouvoir faire ce qu'il a envie de faire, mais pour ne pas se faire prendre puis pas vivre les punitions, tu vois. Alors, le problème avec la punition, c'est que ça ne fonctionne tout simplement pas. Pourquoi on continue encore de l'utiliser? C'est une façon pour nous de faire sortir nos frustrations, notre colère et tout ça. Mais c'est pas efficace. Donc, si on veut qu'un enfant retienne une leçon, parce que c'est ça, en fait, c'est qu'il apprenne quelque chose du comportement qu'il a eu, est-ce que c'est OK ou pas OK? Faut aussi être en capacité de savoir expliquer comment on résout un conflit. Mais nous, entre adultes, on ne sait pas faire ça. On résout très mal nos conflits. On n'est pas des bons modèles. C'est clair. Parce que déjà, si à la maison, même dans le couple parental, on ne le fait pas bien, c'est très compliqué après de modéliser quelque chose à des enfants en leur disant surtout faites pas comme nous, hein, parce que nous, on ne sait pas faire, mais faites comme nous. Ça doit commencer peut-être aussi par ça. Oui, en fait, on voit les personnes qui viennent dans les ateliers. Après ça, il y en a beaucoup qui sentent ce besoin de travailler sur eux-mêmes. Ils se rendent compte que ça part de là. Mais ce qui est intéressant quand même avec les outils, on peut déjà utiliser les outils sans même avoir fait tout ce cheminement-là. Ça va venir au fur et à mesure. Avec le temps, ça va se faire, tu vois. Oui. Puis on va se remettre à questionner, par exemple, les parents qu'on a eus. Des fois, c'est pas mauvais de questionner tout ça, tu vois. Si on ne veut pas reproduire la même chose. Parce que c'est des automatismes. On reproduit ce qu'on a vécu. Alors, pour être capable de changer, déjà, il faut déjà prendre conscience de ça. Puis là, avoir des outils pour élever de nouvelles générations de jeunes. Mais c'est vrai que c'est très compliqué. Je parle pour notre société française qui est basée sur la punition dans l'éducation. Déjà, tu le sais, c'est très pyramidal chez nous. Il n'y a pas beaucoup d'espace pour l'écoute, pour la curiosité qu'on aurait envers ce que les enfants ressentent. On est dans une société d'adultisme où vraiment on est focalisé sur nous, les adultes, on a le savoir, et les enfants, vous devez tout écouter ce qu'on dit. Donc, c'est dans un sens. Et il nous manque l'autre sens, en fait. Oui, vous devez nous écouter, mais nous, on doit d'abord commencer par vous écouter. Tout à fait. Tout à fait. Comme le titre « Parler pour que les enfants écoutent »,« Écouter pour que les enfants parlent », là, il pourrait tourner de l'autre sens, tu vois. Écouter pour d'abord écouter, puis ensuite parler. Et moi, je dirais même
moins parler. On parle trop. On parle trop et parce qu'on pense qu'on a on a le savoir infus. Euh, Quand tu dis que, puis j'entends souvent ce commentaire-là quand je viens en France, que, au Canada, on est avancé là-dessus, tout ça. Je suis pas nécessairement d'accord. Je trouve qu'ici, en France, vous avez quand même beaucoup de trucs très sympas qui se font au niveau de la parentalité, à plein de niveaux. Au niveau social, au niveau... euh, moi, des fois, je dis que chez nous, on- ouais, quand je vais donner des ateliers par chez nous, ils découvrent ça eux aussi. Ils découvrent qu'ils n'écoutent pas leurs enfants non plus, là. On pense qu'on sait mieux, mais on ne le sait pas non plus. C'est partout. C'est universel. Je crois que quand je dis ça, c'est parce que tu vois, en France, la psychologie humaine, elle n'est pas basée sur la théorie de l'attachement. En France, on l'enseigne très peu. Cette théorie-là, le lien, Ouais, euh, ouais, cette façon de voir aussi la relation humaine. En France, les gens découvrent la théorie de l'attachement. Vraiment, c'est très, ouais, très peu connu, ce qui n'est pas tout à fait le cas dans le monde ouais, anglo-saxon et nord-américain. ouais, on a Donc, vous été, avez une meilleure ouais, base, on va dire. ouais. Tu vois, Ici, c'est ça que ouais, je i- perçois, moi. ici, la psychanalyse a pris une grande place en France. Et la psychanalyse, c'est encore descendant comme ça, tu sais. C'est le psychiatre qui analyse le client. Les psychanalystes, oui. Le Parce que chez nous, psychanalyste. les psychiatres, Ah oui, OK. ils peuvent être Psychanalyste. psychanalystes aussi, mais Ouais, puis c'est le ils sont médecins. psychanalyste qui dit c'est quoi ton problème, tu vois. Alors peut-être oui, puis ça a beaucoup influencé les mentalités. Ouais, je suis d'accord avec toi ce côté-là. Oui, moi, je pense que c'est plus sur ça que je Ouais, perçois la la différence différence. sur la base, en fait, de Ouais, comment on enseigne la psychologie humaine aux ouais, psychologues, aux psychiatres. En France, c'est quand même ouais. pas encore assez basé sur ça, sur ce lien, en fait, dont tu parlais quand tu expliques qu'un adolescent qui a jamais été écouté, il n'a pas envie d'écouter parce que le lien, il a été coupé il y a très longtemps. Ou le fait que si on crie sur un enfant, on coupe le lien avec lui. On Oui. n'est pas dans un maintien. Nous, en France, on prône le time-out, on prône le file Mhm, dans ta chambre, mhm. ben, on coupe le lien. Oui, moi je dis toujours que comment on collabore et comment on crée un lien d'attachement envers une personne dont on a peur. Parce que c'est beaucoup basé sur la peur. OK? Alors, aimer une personne dont on a peur, c'est très difficile. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui doivent écouter, qui doivent ressentir ça. Puisqu'on a, en France, vraiment, malheureusement, on est encore dans cette verticalité, dans cette sensation qu'il faut faire peur à un enfant pour qu'il comprenne. Sinon, il n'y a pas d'autre méthode qui va marcher. Et je sais qu'il y a beaucoup de parents, c'est avec toutes les bonnes intentions. Ouais, On n'a leur juste jamais expliqué qu'on peut faire autrement. ouais. Puis comme tu dis, ils ne se rendent pas compte ils coupent le lien. Hmm. Ils coupent le lien. Euh, Est-ce qu'un enfant, on a besoin de faire beaucoup de résolution de conflits avant que qu'il comprenne? Ben moi, ma plus jeune est tombée dans la potion magique quand elle était petite. Alors, j'ai fait quelques résolutions de problèmes quand elle a commencé à pouvoir parler, tout ça. Quoique Joanna Faber, dans son livre, a fait une résolution de problème avec un petit qui parle à peine, là, tu vois, même pour l'entraînement au pot. OK, on peut commencer très tôt la résolution de problèmes. Mais ma fille, comme j'ai commencé très tôt, d'abord, quand je disais, il y a un problème, j'étais fâchée, il y a un problème. Elle disait, puis là, je disais, ben, on va faire une résolution de problème. Puis là, elle disait, OK. Parce qu'elle s'était rendue compte qu'une résolution de problème, ça allait vraiment régler des choses. On allait trouver des solutions concrètes, puis ça allait changer les choses. Puis tu fais quelques résolutions de problèmes, puis l'enfant, il comprend le truc. Dans le sens que tu dis, il y a un problème. Tu étais fâché, là? Puis l'enfant, moi, la mienne, elle disait, ah, mais on pourrait faire ceci, ça, cela. Et elle se mettait automatiquement à proposer des solutions, tu vois? Alors non, on n'en fait pas beaucoup des résolutions. On a l'impression que c'est un grand truc, il va falloir en faire beaucoup. Ah ben non, on en fait une, deux sur les sujets les plus chauds, puis on se rend compte que l'enfant capte très vite.
Ils captent très vite. Même une résolution de conflit entre les garçons. Moi, je me souviens, OK, tu parles d'un enfant de 4 ans, 6 ans, 8 ans. Alors, il y a des disputes. 3 garçons. Ben, les 2 garçons, les 2 plus vieux, des fois, ils veulent pas voir le petit dans les pattes, OK? Et là, le petit qui vient me voir, maman, mes frères veulent pas jouer avec eux. Puis il pleure, tu sais, c'est là, OK, on amène les 3. Et puis là, ben, on fait parler. Puis là, le plus grand qui dit, bah ouais, il veut toujours jouer avec nous, mais là, on est en train de jouer aux voleurs, puis aux policiers, ou gendarmes, vous diriez en France. Et puis, bah, c'est ça, c'est notre jeu, puis on n'a pas besoin de lui. Et puis là, OK. Puis l'autre du milieu qui parle pas trop, qui dit, ouais, tu sais, il appuie le grand frère. Puis là, le tout petit, mais c'est toujours comme ça, je suis tout le temps tout seul, je peux pas jouer avec eux. Ah ouais, t'aimes pas ça, hein? Tu te sens part des autres. Fait parler le tout petit. Puis là, tout d'un coup, lui du milieu qui dit, oh, mais je sais, on pourrait avoir un gardien de prison. Bah, puis là, l'autre, le grand, il dit oui. Puis le petit, oui. Puis là, ils partent jouer. Tu vois? Et ça se passe aussi simplement que ça. Et puis, ils trouvent des solutions auxquelles on n'aurait pas pensé. On n'aurait jamais suggéré qu'ils rajoutent un gardien de prison dans leur jeu. On n'y aurait même pas pensé. Eux savent ça. Et tu parles de créativité. Et c'est vrai qu'on les étouffe dans leur créativité, avec notre façon de penser d'adulte qui voit de manière assez logique, froide, une résolution de conflit, où tu fais comme si, parce que je t'ai dit... Je vois bien ces moments, moi, où sous stress ou sous fatigue, je dis à ma grande, et c'est ça qu'il faut que tu fasses, et elle, non, et là, tu rentres dans une lutte de pouvoir, en fait, qui n'a aucun sens et qui n'aboutira à Ça rien. n'aboutira pas. Et des fois, j'ai l'impression aussi, moi, de me voir, me sortir de mon corps, me dire, Clem, c'est pas ça qu'il faut faire. Et de me dire, oui, mais là, j'y arrive pas, et de pas lâcher, tu sais. Ouais. Et de se dire, allez, réessaye, il faut faire autrement. Et c'est ce que tu dis, en fait, dans ces moments-là, il faudrait que moi, je m'extrais pour aller redescendre et les aider à trouver cette solution. En fait, on est des facilitateurs de discussion quelque part. Tout à fait. Tout à fait. C'est dur. C'est dur. Non, mais qui a dit que c'est facile d'être parent, là, tu sais? Il y avait la chanson dans mon temps, c'est dur d'être un bébé. Moi, ils n'ont jamais composé, c'est dur d'être des parents aussi. C'est pas évident, c'est pas facile. Et puis, tu sais quoi, on peut se planter, comme je dis, on peut faire des erreurs, c'est OK. Puis nos enfants ont cette capacité-là de nous pardonner qui est extraordinaire. OK? Et puis, même l'empathie, il y a des recherches qui ont été faites là-dessus. Si tu es empathique 2 fois sur 6, ben c'est ressenti par l'enfant comme si tu l'étais tout le temps. Pas mal, ça? C'est génial. Tu peux te planter 4 fois sur 6, ouais. tu vois? C'est 70%, 30%, là, c'est pas mal. C'est pas mal, hein? C'est pas mal. Alors oui, Raym Guénot, il disait, c'est comme apprendre une autre langue, apprendre à utiliser ça. Ben, c'est pire parce qu'apprendre une autre langue, on a même habituellement, on ne désapprend pas la nôtre. Là, il faut, en quelque sorte, désapprendre notre langue, en apprendre une autre. Puis Raym, il rajoutait, ben, on la parlera toujours avec un accent. C'est vrai. Mais on se fera comprendre. Oui. Ça marche quand même. Ouais. On n'a pas le même accent, toi et moi, mais on se comprend. Tout à fait. Tout à fait. Ah oui, si, j'avais cette question. Comment tu fais avec des enfants qui, tout à l'heure, tu parlais des enfants TDAH. Il y a des enfants qui ont des tempéraments plus faciles que d'autres, clairement. Oui. Plus explosifs, plus réceptifs. Oui. Est-ce qu'il y a une façon de faire différemment avec des enfants qui sont soit neurodivergents ou voilà, qui ont un tempérament intense? Johanna et Julie King, Johanna Faber et Julie King, ils ont écrit le livre Parler pour que les tout-petits écoutent, et ils ont un chapitre sur les enfants. J'ai traduit câblé différemment, tu sais, on ne veut pas trop mettre d'étiquette, là. Julie elle-même a 2 enfants. Alors, ils ont vraiment réfléchi au truc de comment approcher ces enfants-là. Ils ont rajouté quelques habiletés, tu sais, entrer dans leur monde. Tu sais, l'enfant qui fait des trucs répétitifs, mais ouais, on le fait avec l'enfant, puis à quelque part, c'est trouver des moyens pour connecter avec eux. En fait, la connexion est un peu plus difficile avec ces enfants-là. Alors, plus on arrive à bâtir une connexion forte, plus toutes nos autres
petit truc va, en plus de chances de les toucher, de les rejoindre. Tu vois. Mais il y a tout un chapitre là-dessus, là, que malgré que j'ai traduit le livre, j'ai pas toutes les habiletés par cœur dans ma tête comme ça. Attends, le but, c'est que les gens découvrent et qu'après, ils aillent Ouais, d'eux-mêmes chercher d'autres réponses ou aller aux ateliers. voilà, C'est toujours ça, un voilà. podcast, on peut pas faire de C'est pas manière possible exhaustive de tout. tout... C'est pas possible. Non, pas C'est une possible. première approche à ça. Ouais. Euh, Tu vois, c'est marrant parce que l'épisode, c'est voilà, si on punit pas, qu'est-ce qu'on fait? Et je me rends compte que au final, on parle très peu de ça puisque c'est tout le reste qui est important. Et c'est ça que je trouve génial. C'est Oui. qu'on n'est pas là pour vous donner une méthode de A à Z sur alors quand tu veux punir, tu vas faire c'est non, comment tu maintiens le lien, la connexion, comment tu les écoutes, comment tu parles. C'est tout ça qui fait que du coup, il n'y aura pas besoin de On punition. n'a même pas besoin, envie de punir. Tout à fait. Alors, quand je suis en train de faire une tournée en France, ici, je vais faire, je sais pas, 14, 15, je sais plus, je sais plus combien de On conférences que mettra je les vais faire. dates. Je suis à peu près à moitié du parcours. Puis c'est ça le thème, si on punit pas, on fait quoi? Mais ils sont un petit peu déçus au début parce que je leur dis, ben, on commence pas par ça. On va mettre des bases. Puis les bases, mais c'est ça, c'est apprendre à écouter, tu vois, tout le premier chapitre, puis comment faire collaborer. Alors si on n'est pas dans comment faire obéir, puis qu'on n'est pas avec nos méthodes d'adultes, justement, verticales, euh, déjà l'envie de punir, il vient pas. On n'a pas envie de punir. Bon, on a encore nos outils au cas où, parce qu'il y aura des moments où les enfants étant des enfants qui sont en train d'explorer, faire des découvertes, ils font plein de trucs, ils se mettent en danger, on a peur, il y aura toujours des trucs. Mais on a aussi, tu vois, la résolution de problèmes, parler de nos sentiments, c'est la façon de parler de nos valeurs. On peut, à aucun moment, là, on dit aux parents comment élever leurs enfants. On leur donne des outils pour qu'ils développent en fait le genre de relation qu'ils veulent développer avec leur enfant. Et parfois même, je crois, quand on devient parent, on ne sait pas poser cette question. Tu sais quel type de relation on a envie d'avoir avec nos enfants. On le découvre au fur et à Au mesure fur et parce à que mesure. voilà, parfois on rétropédale, parfois on se dit ah ouais en fait là ça me va, ça me va pas. Mais on Ouais. n'est pas parti avec une base claire et précise de bah, moi j'ai envie que mes enfants ils se sentent comme ça dans notre famille, j'ai envie d'être tel parent. Qui développent leur estime d'eux-mêmes, qui soient, ouais, qui deviennent des personnes autonomes, capables de fonctionner dans ce monde-ci. Mhm. Moi, ce que je dis, c'est quand même, il y a une base, on les aime, nos enfants. On les aime. Et puis, c'est une question d'apprendre à utiliser le langage pour que eux se sentent aimés, que eux comprennent qu'ils ont des parents aimants, qui les aiment. Le truc, c'est que je sais qu'il y a beaucoup de parents qui vont écouter, qui vont dire oui, mais alors chez nous on punit pas ou en tout cas on est à l'écoute de ça, mais à l'école par contre ça se passe pas comme ça. Comment on fait pour expliquer? Je dirais que moi je suis confrontée tous les jours, hein. Mes filles me disent ah, j'ai été punie ou le truc a été puni, à l'école on fait des lignes, on est privé de récré, on va au coin. Mhm. Comment on C'est fait? dur, c'est dur. Mais si au moins quand il se passe des trucs comme ça à l'école, l'enfant à la maison peut être accueilli dans ce qu'il a vécu par rapport à tout ça, déjà, euh, c'est une longueur d'avance sur les autres. OK? On ne peut pas changer le monde de l'école. Ben, on essaye, là. J'ai l'atelier pour les enseignants là, qui vient de sortir, qui est déjà en train d'être traduit en russe puis en d'autres langues. Euh, et puis, je pense que on, on est dans un monde qui, oui, quand tu... Et j'ai déjà eu des questions dans mes ateliers pour parents. Ben oui, mais si juste le même genre de truc que tu me dis, quand- c'est un monde de bisounours, ça. Ils ont toujours l'impression, ah, puis ça, j'aime dire que c'est pas une approche ni autoritaire, ni permissive. On se situe entre les deux. Puis moi, entre les deux, c'est l'affirmation de soi. OK? L'affirmation de soi comme parent. Très important, ça. Alors non, c'est pas vrai que la psychologie positive, puis tous ces trucs-là, que c'est des trucs à l'eau de rose, puis quel genre d'enfant qu'on va faire. On va faire des enfants rois avec ça. C'est ce qu'on entend dire, hein?
Moi, je dis non. Surtout quand on est à l'écoute des sentiments, on fait des enfants forts. C'est l'inverse qui se passe. Parce que c'est des enfants qui sont capables d'exprimer, des enfants qui ont confiance en eux. OK? Et puis, c'est le fait que ça se passe pas comme ça ailleurs. Moi, je dis qu'on est un peu comme dans une période tampon. Je regarde ma fille, ça n'a pas été simple à l'école pour elle. Elle a été élevée avec cette approche-là. Je me souviens, adolescente, elle pleurait, elle venait me voir, puis elle me disait, Maman, pourquoi il y a juste ma mère qui m'écoute? Elle vivait un moment difficile. Et puis, elle était vraiment en peine. Et puis, elle en parlait à ses amis, puis ses amis disaient, Ouais, ben toi, t'es forte, hein, tu vas passer à travers. C'est pas ça qu'elle voulait entendre de ses amis. Elle aurait aimé avoir de l'écoute empathique de ses amis, tu vois. Alors, oui, elle recevait pas ailleurs ce qu'elle était vraiment découragée de ça, qu'il fallait que ça soit avec sa mère que ça se passe. Mais est-ce une raison pour pas les élever comme ça? On a le choix. On peut peut-être les élever à la dure, la punition et tout ça, en se disant, ben, on les prépare pour le vrai monde, là. Mais moi, je trouve que ça vaut pas le coup. Si on regarde où que le monde est rendu tout de suite, ça n'a pas fonctionné, ce truc-là, là. C'est le temps de changer les choses. On a du travail. Ah, il y a du travail. Il y a C'est du pain bien, sur la on planche. a du Moi, travail. je pense que ça peut venir assez vite. Je me dis, deuxième, troisième génération. Parce que le truc qui est vraiment intéressant, c'est quand on fait ça de façon sur une base régulière, on commence à entendre les enfants entre eux se faire de l'empathie. Oh, ma petite sœur. J'ai eu, pendant la tournée, il y a une maman qui m'a expliqué que euh, un petit garçon de 6 ans est dans l'auto avec sa petite sœur de 4 ans, puis papa est stressé, il conduit, puis là, il veut que la petite se calme parce qu'elle fait une crise dans l'auto, tu vois. Et le petit garçon, il dit à papa, il dit, quand on arrivera à la maison, j'ai besoin de te parler. OK? En arrivant à la maison, il a pris son papa à part, puis il a dit, j'ai pas aimé la façon que tu criais sur ma petite sœur. C'est chouette, hein? Ça doit mettre un petit peu, ça doit Ah, être, papa! ça doit être chouette quand on est parent de se dire, ah, c'est chouette, il a entendu, et de se dire, ah, il m'a pris dans mes propres travers. Exact, mais c'est ce qui se passe, hein? Non, mais c'est super, C'est génial. c'est génial. Ou quand maman est fatiguée, puis l'enfant vient dire, oh, t'es vraiment fatiguée, maman, Mm. aujourd'hui. Il y a un truc que je peux faire pour t'aider? Ouais, Mm. ouais. Est-ce que pour terminer, tu pourrais nous parler de quand on fait un compliment, pourquoi on les fait mal et comment est-ce qu'on peut faire pour s'améliorer sur ce domaine-là, dans ce T'as suivi domaine. l'atelier, toi, hein? Oui. On avait marqué Le l'atelier sur les compliment, étiquettes, tu le vois. compliment descriptif. Oui, c'est particulier à l'approche. Euh, c'est qu'on se rend compte que, de façon générale, on ne complimente pas les enfants. On évalue. C'est bon, c'est pas bon. T'es gentil, t'es pas gentil. Euh, t'es vaillante, t'es paresseuse. On étiquette. Le problème avec ça, c'est qu'un jour, on a fait un compliment. Oh, t'étais vraiment gentil aujourd'hui avec la madame. Puis le lendemain, on va dire, mais t'es pas gentil. On donne, puis on dédonne. On donne un compliment, on l'enlève. Quand c'est des compliments beaux, fins, génial, euh, toutes les choses qu'on pense que plus on dit extraordinaire, on utilise des mots comme ça, on pense que ça va percuter beaucoup plus. Ben non, c'est l'inverse qui se passe. Souvent, ça attire, ça porte l'enfant attiré sur ce qu'il n'a pas fait, tu vois. Comme, hey, t'es vaillante, t'as fait un beau ménage dans ta chambre. Bravo, bravo. En fait, c'est quoi? Ben, j'ai pas fait un si beau ménage. Il y a des choses cachées sous le lit, tu vois. Quand c'est général comme ça apporte l'enfant à penser aux choses qu'il n'a pas faites, ou des choses négatives. Alors que quand tu décris, tu vois,
Je vois une jambe toute rangée et les déchets sont dans la poubelle, le lit est fait, les vêtements sales sont dans le panier à linge sale. On décrit ce qu'on voit, mais après, c'est l'enfant qui se complimente en se disant je suis vraiment capable de faire un beau ménage dans ma chambre. Tu vois? Tourne ça du bord. Alors, ça s'applique à toutes les sauces. C'est même dangereux, je dis, moi. Compliment descriptif. Si tu veux faire ton enfant un athlète, puis qui ne développe pas ses habiletés dans d'autres domaines, tu fais constamment des compliments descriptifs sur ses habiletés à jouer à la balle, à faire des trucs. Et puis, ben, il va aller. C'est tellement fort, c'est tellement un outil qui touche directement l'estime de soi des enfants, et tout ça, que l'enfant va vouloir toujours en donner plus. Alors, il faut faire attention quand même avec le compliment descriptif, d'en donner pour que l'enfant développe tout son potentiel, tu sais, autant au niveau artistique que le chant, la musique, le dessin, la peinture, toute la gamme de choses qu'on peut faire comme être humain, tu vois. C'est d'écrire, se rappeler toujours, au lieu de dire c'est beau, d'écrire ce qu'on voit. Et puis, on peut rajouter à ça d'écrire comment on se sent. Mais c'est intéressant ce que tu dis de pas se focaliser sur un domaine et de voilà dire bah t'as aidé ou je t'ai vu aider prendre les couverts, je t'ai vu remettre le nœud de ta sœur, je t'ai vu te dépasser sur une course, je t'ai vu t'appliquer pour colorier. C'est ça en fait. Encore une fois, c'est aussi la reconnaissance de voix en fait, de vraiment au-delà d'écouter, enfin de juste faire attention à Être la présent. personne et la présence. Être présent. Le moment présent. En tant que parent, on est souvent happé par tellement d'autres choses qu'on oublie d'être présent réellement avec l'écoute de qualité et la présence de qualité. Et on oublie même d'être rigolo, tu vois. Ah, c'est Une vrai. des habiletés d'en faire coopérer les enfants. Tu sais, mon petit-fils qui veut pas venir se coucher, si je lui dis ah, est-ce qu'on y va? Ah, pas de tortue. Ou on court comme un lapin. Il choisit, la plupart du temps, il va choisir le lapin. Mais dédramatiser le moment du coucher, tu vois, où tous les moments, on oublie, on perd notre humour quand on devient parent. On devient sérieux, on hurle des ordres. On oublie que l'enfant, lui, il est constamment dans le jeu. Alors, OK, il faut être d'humeur, il ne faut pas être trop fatigué, il ne faut pas qu'il s'est passé trop de choses au bureau dans la journée. Mais le jeu fonctionne avec les enfants. Parfois, c'est tellement loin la ressource d'aller chercher le jeu que c'est dur, je trouve. Bah, Vraiment dur. on est devenus des adultes sérieux. On a oublié notre côté enfant. Merci Roselyne. Je pense qu'on a vu vraiment un grand panel on parlera de la punition autrement, en termes d'autres choses, en fait, de juste de liens, de reconnaissance de l'enfant. Et si vous avez envie d'aller plus loin, il y a les livres, vraiment je vous recommande, je les remontre si vous regardez sur YouTube, Parler pour que les enfants écoutent, écoutez pour que les enfants parlent. Il y a les ateliers aussi, il y en a partout en France. Il y en a partout, il y a des Vraiment, animatrices partout ouais. en France. Pour l'avoir fait, je vous recommande de le faire, c'est génial. Et tu vois, je me dis que j'ai pas fait sur les frères et sœurs, et j'aimerais bien le faire, parce que Il est j'ai chouette, fait celui-là. celui juste la base. Il y a longtemps, je n'avais qu'un enfant quand je l'ai fait. Voilà. Ce serait différent aujourd'hui. Les gens peuvent aller sur notre site internet Exactement. auxéditionsduphare.com ou fabermaslich.com. Pour regarder, et parce qu'il y a tes conférences là en ce moment en France. Oui. Et puis, comme tu disais, il y a ce livre-là qui est la base, mais il y a aussi tous les cahiers d'exercices qui sont très concrets. Il y a le livre, il y a un livre Parler pour que les tout-petits écoutent. Il y a un livre Parler pour que les ados écoutent. Parler pour que les enfants apprennent, pour les enseignants. Alors oui, on a toute une gamme de livres. Il y a même 2 livres pour enfants. Bastien et les Bipoux. Tu connais? Non, je connais pas, tu vois. Oh. Et des éditions du Phare, du coup. Oui, c'est trop bien. Adèle Faber, Lynn Maslich aussi. Ok, trop bien. Ouais, où Bastien, il se met toujours dans le trouble, OK? Il se dispute avec sa sœur, il se dispute avec sa mère, il se dispute avec son ami. Et puis là, il y a 2 petits extraterrestres qui descendent, Groge et Maury. Et puis là, ils se mettent chacun sur les épaules, il y a juste lui qui peut les voir. Puis dans une situation conflictuelle, par exemple, Bastien veut porter sa chemise rouge aujourd'hui, OK? Et maman n'est pas d'accord parce qu'il l'a portée hier, avant-hier,
Et lui, il veut juste porter ça. Ben là, Groge, il est toujours le premier à donner des conseils. Lance-toi par terre, fais une grosse crise, dis à ta mère qu'elle est folle, blablabla. OK? Puis là, Bastien, c'est ça, puis ça fonctionne pas. Puis là, Maury qui arrive à toute vitesse. Non, tu peux pas faire ça, tu peux pas dire à ta mère que t'es folle. Parle de tes sentiments, dis comment tu aimes cette chemise-là, puis propose une résolution de problème. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que la chemise soit prête rapidement pour que tu puisses la mettre aujourd'hui, tu vois. Puis là, Bastien qui se relève debout, puis il dit « Maman, je l'aime beaucoup ma chemise. » Puis là, il commence à dire « Qu'est-ce qu'on pourrait faire? » Puis ensemble, ils trouvent des solutions, tu vois. Alors, ça peut venir des deux côtés, hein. Les enfants peuvent enseigner l'approche aux parents. Oui. Et puis, dans le deuxième livre, Bastien des Blipouvants à l'école, il y a un problème à l'école, il y a du harcèlement entre les enfants et tout ça. Alors, les Blipous reviennent une deuxième fois pour aider Bastien. Encore Groge et Maury, ils sont vraiment rigolos, les enfants adorent. On mettra les liens de tous ces livres, des éditions du Phare évidemment, et du fait que vous pouvez taper pour chercher dans votre région un atelier. C'est tellement bien de le faire aussi avec d'autres parents, d'être en groupe, groupe de soutien, c'est génial. Oui, parce qu'on pense qu'on est les seuls à être à la maison, à crier sur nos enfants et tout ça, alors qu'on se rend compte dans ces groupes-là qu'on est tous pareils. On vit tous les mêmes difficultés. Alors, ça fait du bien de pouvoir partager. Puis, on s'amuse dans les ateliers. Hein? Tu te souviens, vous faisiez des jeux de rôle. Il y en a une qui fait la maman, l'autre qui fait l'enfant. On se pratique. Et puis là, on s'en va à la maison, puis on essaye ça, puis on revient. Ah, ça n'a pas fonctionné sur mon enfant. Puis là, on peut discuter, revoir des bases. Et puis, éventuellement, on sort de là outillé, vraiment, puis en capacité de changer notre relation avec nos enfants. Je suis d'accord. C'est génial. C'est très précieux. Eh ben, merci infiniment d'avoir apporté ça en France, tu vois, de nous avoir permis de pouvoir le lire. Merci à Anne qui est derrière, hein, qui nous regarde, qui m'a initiée à cette approche, à cette pratique. Et puis, j'espère que ta tournée en France va bien se dérouler. Et bon retour de l'autre côté de l'océan Atlantique. Merci infiniment, Roselyne. Ça me fait vraiment plaisir. Merci à toi. Merci à toi. Vous venez d'écouter un nouvel épisode de La Matrescence et je vous suis infiniment reconnaissante de faire partie de cette aventure extraordinaire de la parentalité. Vous êtes peut-être nouveaux parents, futurs parents, vous êtes peut-être oncles, tantes, amis. En tout cas, merci de vous intéresser à ces sujets qui sont primordiaux. Et pour ça, vous pouvez surtout faire quelque chose, partager ces épisodes autour de vous parce que ça a un impact immense pour la société si on veut construire quelque chose qui nous ressemble. Merci, prenez soin de vous.